C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement. La première partie dénommée Le Point de l'actu va passer en revue les principales informations de la semaine et le best-of reviendra sur quelques extraits des productions de votre télévision. Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. La vision royale d'un développement durable et intégré du monde rural s'est une nouvelle fois concrétisée à travers les projets hydrauliques, hydro-agricoles et d'eau potable initiés par le roi Mohamed VI dans la province d'Essaouira. Des projets qui s'inscrivent en droite ligne des objectifs du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Plus de détails dans ce récit d'Allah Benani. Inauguration royale du barrage Moulay Abdelrahman ce jeudi dans la province d'Essaouira, près de l'Ouad Qsob. Avec une capacité de stockage de 65 millions de mètres cubes, le barrage Moulay Abdelrahman est un barrage en remblai à masque en béton d'une hauteur de 72 mètres sur fondation et d'une longueur de 418 mètres à la crête. Enveloppe budgétaire globale 920 millions de dirhams. Cette importante infrastructure hydraulique bénéficiera à une région dont l'économie est principalement basée sur l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. Elle porte à 6 le nombre des grands barrages existants au niveau du bassin hydraulique du Tsensift. C'est un grand barrage que Sa Majesté a nommé barrage Moulay Abdelrahman. C'est un grand barrage important, donc il va s'ajouter au grand barrage que nous avons dans la région. C'est 65 millions de mètres cubes. Le souverain a également procédé à l'inauguration du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre Qsob à l'aval du nouveau barrage et de projets d'eau potable concernant la réalisation d'une station de traitement des eaux du barrage Moulay Abdelrahman et la pose de conduites d'adduction et de ces eaux et un projet de renforcement de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Ce barrage de Moulay Abdelrahman est l'un des piliers d'un développement durable et intégré du monde rural dans le royaume. Depuis de nombreuses années, le pays a su se préparer à d'éventuelles pénuries d'eau. Pierre Vermeren, historien spécialiste du Maghreb, nous parle de l'importance de cette politique en matière d'hydraulique. On l'écoute. Le Maroc est un pays méditerranéen, certes, mais semi-aride, puisque une année sur 3, c'est une année de sécheresse. C'est comme ça depuis toujours et apparemment, ça ne s'améliore pas, évidemment. Et donc, très vite, dès l'époque du protectorat français, il y a eu cette prise de conscience et finalement, 130 barrages ont été construits au XXe siècle. Donc, vous voyez, c'est considérable. Et 60 barrages sont en cours de construction, dont une demi-douzaine de barrages très grands depuis le début du XXIe siècle, sous le règne de Mohamed VI. Donc ça montre l'ampleur de la question, parce que ça permet de sécuriser la production alimentaire, ça permet de sécuriser l'approvisionnement en eau des villes, et c'est quelque chose de vital, évidemment, dans le contexte du réchauffement climatique. Il s'agit d'un méga-projet dont l'objectif est notamment de garantir la sécurité hydrique du Maroc et de lutter contre les effets du changement climatique. La convention cadre pour la réalisation du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation a été signée lundi dernier au Palais Royal à Rabat lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan. Le programme mobilisera des investissements d'un peu plus de 115 milliards de dirhams. Sol Jalil. 115,4 milliards de dirhams seront mobilisés pour la réalisation du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Le roi Mohamed VI a présidé lundi la cérémonie de signature de la convention cadre pour la réalisation de ce programme. Celui-ci vise à consolider et diversifier les sources d'approvisionnement en eau potable, l'accompagnement de la demande, la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques. Le financement de ce programme est finalisé. Il sera assuré à hauteur de 60% par le budget général de l'État, 39% par les acteurs concernés et le reste dans le cadre du partenariat public-privé. De son côté, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Arnouch, a pour sa part affirmé que dans son volet relatif à l'approvisionnement en eau d'irrigation, le programme concerne une superficie globale de 510 000 hectares et bénéficiera à 160 000 agriculteurs. Une enveloppe de 115,4 milliards de dirhams, 5 axes majeurs, un seul objectif, maintenir l'équilibre entre la demande et l'offre de liquide précieux. Au Maroc, pour une gestion durable de l'eau, un ambitieux programme vient d'être lancé par les autorités. Il va s'étaler sur une durée de 7 ans. Noa Bazir nous en dit plus.
Le Maroc se mobilise pour réguler l'approvisionnement national en eau potable et en eau d'irrigation. Pour garantir la sécurité hydrique dans le royaume, plus de 115 milliards de dirhams seront investis dans un programme national s'étalant sur la période de 2020 à 2027. Sous haute instruction royale, ce projet sera basé sur la consolidation et la diversification des sources d'approvisionnement en eau potable, tout en luttant contre les effets du changement climatique. Cette feuille de route comprend plusieurs axes. Le premier axe va permettre de développer l'offre hydrique des ressources habituelles à travers l'achèvement des grands barrages programmés dans tous les bassins hydrauliques du royaume. Après l'achèvement des travaux de construction de ces barrages, le Maroc atteindra une capacité de stockage de près de 27 milliards de mètres cubes. Au Maroc, les médinas sont des gardiennes du temps et de l'histoire. Pour préserver ces musées à ciel ouvert depuis 2018, un vaste programme de réhabilitation des médinas a été lancé par le roi Mohamed VI. Après Marrakech, Casablanca et Rabat, pour ne citer que ces villes, Essaouira a également changé de visage. Le roi Mohamed VI y a effectué une visite. Et vous allez le voir, avec 300 millions de dirhams mobilisés par un programme complémentaire, l'ancienne Médina poursuit sa métamorphose tout en préservant son authenticité. Le récit de Myriam Hamlichi. La Médina d'Essaouira fait peau neuve grâce à ce programme qui mobilise des investissements de l'ordre de 300 millions de dirhams. Cette visite royale donne une forte impulsion aux efforts de mise en valeur de cet espace à haute valeur patrimoniale. Elle témoigne de la volonté constante du souverain de préserver le cachet architectural de la ville de Mogador, de promouvoir son rayonnement culturel et touristique et d'améliorer les conditions de vie et de travail de ses habitants. Cette visite royale illustre également la détermination du souverain à suivre de près ce chantier de réhabilitation qui bénéficie aux 13 000 habitants de la Médina. Un programme qui porte sur 26 projets et s'articule autour de 4 principaux axes: la réhabilitation de l'espace urbain, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique, la promotion de l'accès aux services sociaux et le renforcement de l'attractivité touristique et économique de l'ancienne Médina d'Essaouira. Restons toujours à Essaouira où le roi Mohamed VI Amir Al-Mouminin a également visité Beit Dakira ou la Maison de la Mémoire, un lieu chargé d'histoire. Beit Dakira, un espace dédié à la valorisation de la mémoire judéo-marocaine. Il abrite un complexe historique et culturel qui renseigne sur de belles histoires de rapprochement et de cohabitation entre juifs et musulmans marocains. À cette occasion, le souverain a offert un dîner dans la cité des Alizés en l'honneur des membres de la communauté juive marocaine et des grandes personnalités venues du monde entier pour assister à ce grand événement. Écoutons à ce propos André Azoulay, conseiller du roi Mohamed VI, président de l'association Essaouira Mogador. Ce lieu est emblématique de tellement de choses à la fois que je vais essayer d'être aussi simple que possible. Ce lieu s'appuie ou s'articule autour d'une synagogue, l'une des 37 synagogues qu'a compté la ville jusqu'en 1950. Et il exprime aussi cette singularité d'Essaouira qui m'est particulièrement chère, c'est que c'était probablement l'espace urbain qui, en islam, du Maroc en Indonésie, a pendant très longtemps, pendant des siècles, incarné cette intimité, cette proximité, cette porosité ou cette capillarité qu'islam et judaïsme ont eu en terre d'islam. Je ne connais pas d'autre lieu où ça a été aussi pérenne, aussi long dans le temps, et aussi, aussi responsable et mature, parce que ce n'était pas une relation de complaisance ou de suggestion des uns par rapport aux autres. C'était une vraie complicité sociale, philosophique, morale et spirituelle. C'est ce qui pourrait dire une civilisation, ce qui pourrait exprimer une civilisation. Et cette civilisation, il se trouve que elle n'est pas nécessairement celle que l'on rencontre le plus souvent au dédale de voyages sur tous les continents. Et c'est le Maroc qui, aujourd'hui, l'incarne, à mon avis, de la façon la plus objective, la plus puissante, la plus légitime. Et c'est un message qu'il faut porter le plus loin possible. À Dakar, les États africains ont demandé une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était lors de la réunion de la 8e rencontre ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le compte-rendu est signé Daouda Sow et Sanoussi Sané.
La 8e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies s'est tenue à Dakar sous la présidence du chef de l'État sénégalais. Aujourd'hui, l'Afrique compte le plus grand nombre d'adhérents aux Nations unies avec 54 États membres. De plus, les questions africaines occupent l'essentiel de l'agenda du Conseil de sécurité. Or, on ne peut pas régler des problèmes africains sans les Africains. La situation en Libye en est une parfaite illustration. Dans la salle, hauts fonctionnaires, ministres des Affaires étrangères, ambassadeurs et représentants permanents accrédités à Addis Abeba et à New York ont échangé sur la question. L'objectif est d'amener à revoir à la hausse le nombre de sièges attribués à l'Afrique. C'est le consensus, la position commune africaine. Nous voulons 2 autres sièges non permanents. Nous avons 3 aujourd'hui, plus 2, ça fera 5. Et nous voulons également des sièges permanents, en plus des 5 non permanents. Nous voulons 2 sièges permanents avec tous les droits qui sont attachés à ces sièges, dont le droit de veto. Quel modèle de financement pour le développement régional? Comment la Mauritanie pourra-t-elle s'inspirer de l'expérience du Maroc en matière de régionalisation avancée? Ces questions étaient au cœur d'un colloque qui s'est tenu à Nouakchott en début de semaine. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Allah Benani. Rencontre de hauts responsables régionaux du Maroc et de la Mauritanie à Nouakchott ce lundi. Objectif, partager l'expérience commune en matière de régionalisation avancée, adoptée par le Maroc il y a 4 ans et par la Mauritanie il y a 1 an. Lors de ce colloque, il a été question de mettre en place un cadre de partenariat et de coopération fructueux et constructif qui pourrait transcender la dimension bilatérale pour revêtir une dimension continentale. Ce colloque est l'occasion de procéder à une évaluation du bilan des résultats de la mise en œuvre de la régionalisation avancée dans les 2 pays et d'en identifier les points de force et les faiblesses tout en explorant les perspectives d'avenir. Lors de ce colloque, la Mauritanie s'est intéressée aux étapes de la décentralisation qu'a entrepris le Maroc afin d'acquérir de l'expérience en matière de régionalisation avancée. À Abidjan s'est tenu un atelier de dissémination de la politique sur les opérations non souveraines. Un atelier organisé par la Banque africaine de développement. L'occasion pour l'institution de présenter les modalités de sauvegarde relatives aux prêts qu'elle octroie au secteur privé. Suivons notre reportage. L'atelier de dissémination de la politique sur les opérations non souveraines était piloté conjointement par le département de la stratégie et des politiques opérationnelles et le département des opérations non souveraines et de l'appui au secteur privé. La Banque africaine de développement souhaite à travers cette rencontre informer ses pays membres régionaux et ses partenaires sur son orientation politique en faveur du développement du secteur privé en Afrique. Le principal objectif de cet atelier est de faire connaître mieux les opérateurs du secteur privé, notre politique sur les opérations non souveraines et comment on peut travailler mieux ensemble entre nous et le secteur privé pour le développement de l'Afrique. Pour bénéficier, il faut d'abord bien sûr avoir un projet qui contribuera au développement du pays. Le secteur privé étant le moteur de croissance de la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie estime que cette initiative de la Banque africaine de développement pourra fortement contribuer au développement du pays. Ce que nous souhaitons, c'est que cet atelier puisse faire l'objet d'échanges, en tout cas constructifs, et qu'au terme de l'atelier, il puisse y avoir des opérations concrètes qui puissent être envisagées entre l'ABAD et le secteur privé africain, notamment ivoirien, à l'effet en tout cas de poursuivre la marche de notre pays vers sa transformation économique. À Tanger, la zone franche Automotive City s'agrandit. L'équipementier automobile coréen Hans, spécialisé dans la fabrication de jantes en aluminium, a inauguré son premier site de production en Afrique. Pour un investissement de 4,3 milliards de dirhams, l'usine permettra la création de 1600 emplois. Reportage de Trice Boussirane sur un récit de Younes Benzineb. Un projet stratégique porté par un acteur majeur de l'industrie sud-coréenne vient de voir le jour à Tanger. L'équipementier automobile Hans, spécialisé dans la fabrication de jantes en aluminium, a inauguré son premier site de production en Afrique.
Implanté à Tanger Automotive City, sur une superficie de 23 hectares, le complexe a nécessité un investissement de 4,3 milliards de dirhams. Avec une capacité de production à terme de 8 millions d'unités par an, il permettra la création de 1600 emplois. Nous avons le plaisir de participer aujourd'hui à une inauguration importante qui est l'inauguration d'une usine, encore une fois, de jantes aluminium, cette fois-ci sud-coréenne, qui fabrique 2 millions de jantes à ce stade-là. Elle est en train de finaliser le doublement de sa capacité pour arriver à 4 millions de jantes et lance immédiatement le doublement encore une fois pour 8 millions de jantes. Elle fera travailler 1300 personnes et exportera 85% de sa production à l'international. Retour à Dakar pour parler de la clôture du Salon international de l'habitat, du logement et de la construction. Le levier de croissance économique de la politique du logement a été retenu comme thématique. Le Maroc faisait partie des pays participants. Daouda Sow et Oumaoundir. Professionnels de l'immobilier, services financiers, partenaires techniques se sont retrouvés à Diamniadio, à 26 km de Dakar, pour le Salon international de l'habitat au Sénégal. Le salon, troisième du genre, a été initié en 2016. Cette année, sa tenue coïncide avec le programme de mise en œuvre à partir de 2020 de 100 000 logements sociaux par les autorités sénégalaises. Son Excellence Macky Sall a engagé le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à mettre en œuvre le programme Zéro Bidonville pour éradiquer les quartiers spontanés. La question des logements sociaux, le Royaume du Maroc, pays partenaire du Sénégal, en a fait sa priorité. Sa constitution de 2011 prévoit d'ailleurs que tout individu a droit à un logement décent, une expérience que la ministre marocaine est venue partager avec ses homologues en charge de l'habitat. Ce programme a pu faire bénéficier 1,5 million d'habitants qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer, aussi à travers d'autres programmes comme ceux de l'habitat menace en ruine qui a amélioré les conditions de vie de plus de 120 000 ménages au Maroc. Il y a un autre programme qui est important aussi, qui est celui de la mise à niveau urbaine, où on a amélioré les conditions à travers le renforcement des équipements et de l'infrastructure pour 1,9 million d'habitants. Faisons un tour au Musée national de la photographie dans l'enceinte du fort Rotemborg, Borj El-Kébir à Rabat. L'initiative émane de la Fondation nationale des musées, un événement qui s'inscrit dans la stratégie visant à enrichir la cartographie des musées du royaume. Retrouvons Souel Jalil. La photographie a désormais son musée. Inauguré mardi dans l'enceinte du fort Rotembourg, plus connu sous le nom de Borj El-Kébir à Rabat, l'exposition inaugurale Sortna marque le démarrage de l'année culturelle 2020. Elle offre également une sélection des œuvres de jeunes photographes émergents. Vous voyez, nous suivons exactement le sillage tracé par Sa Majesté le Roi, démocratiser la culture. Donc ça veut dire que la culture est à la portée de chaque Marocain. C'est-à-dire que c'est plus les gens de ce quartier qui se déplacent vers la culture, nous leur ramenons la culture à leur portée. Alors que la photographie s'impose comme une tendance forte de la création contemporaine, Rabat est de nouveau précurseur en abritant le premier musée national, appelé à émerger comme l'un des pionniers à l'échelle du continent africain. De son côté, le commissaire de l'exposition Sortna, Yassine Alaoui Ismaili, a mis en évidence la dimension de cet événement culturel en tant qu'expérience favorisant une liaison intergénérationnelle. On assiste aujourd'hui à l'ouverture du tout premier musée national dédié à la photographie situé dans le quartier de l'Océan. C'est un moment historique car le musée permettra dorénavant aux jeunes photographes de venir exposer leurs créations. Il permettra aussi aux résidents de ce quartier de venir contempler de très belles photographies. Les participants à la 12e édition du rallye Africa Ecorace qui relie Monaco à Dakar sont arrivés samedi soir à Dakhla. 688 concurrents de 34 nationalités différentes ont repris la course lundi dernier vers la ville de Chami en Mauritanie. Ala Benani. C'est à Dakhla, au sud du royaume, que l'Africa Ecorace a connu sa journée de repos ce week-end. Avant de passer en Mauritanie, les participants ont dû longer les immenses dunes de sable du désert en voiture, en 4x4, en camion, en motocycle.
Il fera ensuite escale dans la ville de Chami en Mauritanie avant de finir au mythique lac Rose du Sénégal. Cette année, le rallye qui se déroule du 7 au 19 janvier compte 688 participants et 266 véhicules arrivés au port Tangemed à bord d'un bateau en provenance de Savone, ville portuaire du nord de l'Italie. Ce rallye connaît la participation de 34 nationalités et 5 continents et compte 20% de participants en plus par rapport à la précédente édition, ainsi que le double du nombre de motos. Cette 12e édition se déroule sur le continent africain et s'étale sur une distance de plus de 6500 km. Sur le même sujet, les pilotes du rallye Africa Ecorace ont traversé paisiblement la zone tampon du Guergarat et l'ONU s'en félicite d'ailleurs. Lundi, lors de la 6e étape, le spectacle était au rendez-vous. Sur les dunes, les 688 participants ne se sont pas fait de cadeaux pour rallier la ville de Chami en Mauritanie. Après la Mauritanie, les pilotes ont pris la direction du Sénégal, dernière étape du grand rallye qui relie Monaco à Dakar sur une distance de plus de 6500 km. Nous ouvrons la deuxième et dernière partie de cette émission avec Croissance Verte, l'émission consacrée à l'environnement sur Medi 1 TV Afrique. Jadis une des plus belles baies au monde, aujourd'hui la plage de Han, située dans la périphérie du centre-ville de Dakar, au Sénégal, offre un tout autre décor. Des déchets industriels et ménagers ainsi que du plastique et d'autres ordures ont fini d'y élire domicile et d'y imposer leurs lois. Un reportage de Daouda Sow et Christian Roland Kamouni. Au fil des années, l'inquiétude des habitants de Han a été perturbée. En effet, l'urbanisation anarchique a fait de la localité et ses environs une zone industrielle, ce qui n'est pas sans conséquence pour les populations, mais surtout pour leurs baies. C'est une zone extrêmement industrielle parce que 70% des unités industrielles du Sénégal sont là. Mais ça va de mal en pis parce que depuis 1993, avec 2 études qu'on avait commanditées, les résultats ont donné la dégradation très avancée de la baie de Han et les risques industriels. Les usines et autres industries continuent de déverser leurs produits et autres déchets à la mer via des canaux d'évacuation. Des eaux polluées, mêlées aux ordures jonchant le sol, ne semblent pas déranger les enfants, dont les familles habitent aux abords de la plage. En effet, dans leur innocence et leur vulnérabilité, ces gamins jouent tranquillement au milieu des ordures. Ces jeunes ne sont même pas conscients des conséquences de leur acte. set goo xam ne war nañ cee mën a toog di foo waaw si biiru la leen di indil ak ay biir yu daw ak feebar yu kenn xamul bu ñu jàppale woon ci set gi daal dina baax waaw. Une situation difficile à supporter pour les familles habitant non loin de la plage. À cela s'ajoute la question de l'hygiène. Terminons cette émission avec un zoom sur les cinémas arabes qui percent l'écran depuis un moment. Nos équipes ont rencontré quelques acteurs du domaine. Suivons. En 2018, Capharnaüm de Nadil Labaki remporte le prix du jury du Festival de Cannes. En 2019, au Festival international du film de Marrakech, le réalisateur tunisien Al-Din Slim est récompensé pour la mise en scène de son long métrage Tlamos et le réalisateur saoudien Abdelmohsen El-Dabban reçoit le prix du jury pour son film Last Visit. En 2019, l'acteur Sami Bouajila reçoit le prix de l'interprétation masculine dans le film tunisien Un fils de Mehdi Barsaoui lors de la Mostra de Venise. Le cinéma arabe est de plus en plus auréolé. Sami Bouajila pour le film Un fils de Mehdi Barsaoui. Je vais commencer par remercier l'organisation du festival d'avoir donné l'opportunité à ce premier film de prendre son envol ici. Et mon Dieu, quel envol c'était juste magnifique.
Et en tout cas, en Tunisie, il y a une nouvelle génération qui arrive avec l'ancienne génération. Il y a des nouvelles propositions, des nouvelles méthodes de faire des films. Et ça, c'est naturel parce que voilà, c'est naturel ça. Et après, je ne sais pas s'il y a un renouveau dans le langage cinématographique ou ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a une nouvelle génération qui arrive. Voilà. C'est en Égypte, dans les années 1920, que commence la production et la réalisation de films en langue arabe. Mélange de culture hollywoodienne et locale, le cinéma de l'époque sera l'essentiel de la culture cinématographique de la plupart des spectateurs arabes du Proche-Orient et du Maghreb. C'est à la fin de la domination coloniale et avec les indépendances et l'organisation du cinéma public que démarrent les expressions cinématographiques propres à chacun des pays. Comme toujours, le cinéma c'est toujours une affaire de personnes, d'une singularité et d'individus. Donc bien sûr, on avance, chacun fait comme il veut, comme il peut, avec les difficultés et surtout les joies que ça suppose de faire du cinéma. Donc après, c'est up to everybody. C'est-à-dire que chacun il apporte sa pierre à l'édifice et on espère avoir un bel édifice à la fin. Traversés par les drames politiques et identitaires, vibrant de la détermination des femmes, témoins d'un monde en ébullition, forts de leur langue de communication et des ponts culturels qu'elle autorise, les cinémas arabes s'écrivent au pluriel dans la richesse de leur extrême diversité. Mais cette fois-ci, je crois qu'il s'est relevé pour d'un bon pied. C'est la fin de ce rendez-vous d'information sur Medi 1 TV Afrique. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.